munissez-vous d'un tube d'aspirine. Parce que ça va être rude. Et c'est grave. Alors, je n'ai pas l'habitude, moi, de verser dans le catastrophisme, mais j'ai le sentiment, et même plus que le sentiment, la conviction, que si ce projet, que ce n'est qu'un projet aujourd'hui, dont la négociation a commencé, on va en parler. Mais si par malheur, la négociation devait aboutir dans les termes que je vais vous présenter ce soir, alors on aurait terminé une période historique. On serait dans autre chose. Parce que se trouve dans ce projet quelque chose dont la plupart d'entre vous, je pense, se souviennent, et qui était tellement grave que le gouvernement français de l'époque a décidé de retirer la France des négociations. C'était l'AMI, l'accord multilatéral sur l'investissement. En 1997, grâce à des camarades canadiens, le texte de ce qui ne se négocie dans le plus grand secret est rendu public. Et on découvre qu'il y a à l'intérieur de ce texte une machine infernale qui va soumettre les pouvoirs publics au secteur privé, mais d'une manière légale, donc contraignante, obligatoire. Et c'est tellement gros qu'il y a des réactions importantes qui amènent M. Jospin, à l'époque Premier ministre, à retirer la France de la négociation. Malheureusement, si j'ose dire en face, il ne désarme jamais. Nous avons peut-être la grande faiblesse de considérer que quand on a conquis quelque chose, c'est acquis pour toujours. Mais en face, non. S'ils ont dû céder, ils ne sont empressés que d'une chose, retrouver les moyens de reprendre ce qu'ils ont dû céder. Et donc, l'AMI est de retour. Parce que ces gens-là poursuivent un objectif fondamental. Et ce n'est pas du secret, ce n'est pas de la conspiration. Ils ont toute la franchise de dire quel est leur véritable objectif. C'est un grand ami des peuples, comme vous savez. Quelque chose doit remplacer les gouvernements et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire, disait David Rockefeller dans une interview en 1999. Le grand marché transatlantique, c'est ça. Alors un tout petit peu d'histoire, si vous voulez bien. Au moment où, après la libération, on met notamment en France en œuvre une série de réformes importantes qui vont créer ce qu'on a appelé à un moment l'État social, et pour ce qui nous concerne en France, le programme du Conseil national de la résistance, ou donc ce qu'on appelait encore des réformes dans le sens où le réforme voulait dire progrès pour l'ensemble des humains, eh bien, dès ce moment-là, des théoriciens comme Milton Friedman, comme Friedrich Hayek, comme pour la France Maurice Allais ou Jacques Rueff, formulent une contestation globale de cette idée de l'État qui régule et qui redistribue, de l'État qui a en charge l'intérêt général. Et ils vont faire partager leurs idées à travers des groupes, et encore une fois, il ne s'agit pas ici de théorie du complot, ce sont des groupes qui ont pignon sur rue, si j'ose dire, qui publient des livres, des documents, des brochures, qui organisent des conférences, comme la Société du Mont Pèlerin, le groupe de Bilderberg, la commission trilatérale, la réunion de Davos, les déjeuners mensuels du siècle, pour propager ces idées-là. Ces idées qui vont déjà très vite, alors que, je vous rappelle, la fin des années 40, on construit l'État social, mais on crée aussi le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui vont s'avérer des machines à mettre en œuvre, ce qui apparaîtra un tout petit peu plus tard, en 1989, ce qu'on a appelé le consensus de Washington. Si vous relisez les 10 points du consensus de Washington, c'est ce qui se fait pour le moment, c'est-à-dire privatiser, libéraliser,
c'est, si vous voulez, ce que dans les papiers, dans les documents officiels aujourd'hui de la Commission européenne, on appelle les 4 libertés fondamentales, c'est-à-dire la liberté de circulation des biens, des capitaux, des personnes et des services. C'est ça le consensus de Washington qui va être appliqué de manière forte, par exemple en Amérique latine, de telle sorte que vous le savez aujourd'hui, il n'y a plus de service public en Amérique latine. Et puis il faut quand même bien dire, on ne va pas faire ce soir le débat sur l'Europe, mais qu'il y a eu un véritable dévoiement de ce beau projet qui consiste à unir les peuples d'Europe, surtout à partir de 1986, avec l'acte unique européen. L'acte unique européen met fin à des contraintes d'harmonisation fiscale et d'harmonisation sociale. L'acte unique européen, 1986, Jacques Delors, inscrit un nouveau principe que vous allez retrouver dans le grand marché transatlantique, qui s'appelle la reconnaissance mutuelle et qui, par exemple, est à la base d'une directive dont on a beaucoup parlé en 2005, la directive Bolkestein, c'est-à-dire l'organisation de la concurrence de tous contre tous. Et puis 1986, nous vivons l'essentiel des pays de la planète dans un régime de libre-échange modéré, je veux dire, géré par une institution qui s'appelle le GATT. Le GATT, ça veut dire, c'est l'acronyme anglais pour Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Mais en 1990, à l'initiative des États-Unis et de la Commission européenne présidée par Jacques Delors, on dit qu'il faut aller beaucoup plus loin que cela. On ne peut plus se contenter, pour avoir le libre-échange dont nous estimons que c'est la finalité de l'humanité, on ne peut pas se contenter de baisser les droits de douane, ce qu'on appelle les barrières tarifaires, mais on va y revenir. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut s'attaquer à tout ce qui fait des obstacles à la concurrence. Et donc on commence des négociations à Punta del Este qui vont s'appeler l'Uruguay Round, puisque ça commence en Uruguay, et qui vont donner, 8 ans plus tard, naissance à l'Organisation mondiale du commerce. Mais il faut quand même savoir que l'Organisation mondiale du commerce, c'est l'organisation internationale la plus puissante du monde. Bien des choses que nous attribuons à l'Union européenne, parce qu'elle fut signataire de la création de l'Organisation mondiale du commerce, viennent des accords qui ont été signés à Marrakech le 17 avril 1994. L'Organisation mondiale du commerce est la plus puissante du monde parce qu'elle seule dispose de règles qui s'imposent non seulement aux États, mais à chacun d'entre nous. Alors vous me direz, il y en a d'autres. Oui, il y a par exemple les conventions sociales de base de l'Organisation internationale du travail. Il y a les règlements de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a les principes généraux de l'UNESCO pour la protection de la diversité culturelle. Il y a la Convention de Rio sur la protection de la biodiversité biologique. Oui, mais aucune de ces institutions ne dispose de la capacité d'imposer ces règles et de sanctionner les États qui ne les respectent pas, sauf l'OMC. Et comme elle est la seule à pouvoir punir ceux qui ne respectent pas ces règles, et qu'elle a mis en place des mécanismes où la punition est toujours appliquée, eh bien, de fait, l'OMC est l'organisation internationale la plus puissante du monde. Et malgré tout ça, dès l'entrée en vigueur, 1er janvier 1995, des accords de l'OMC, les pays riches, les pays occidentaux, c'est-à-dire essentiellement l'Amérique du Nord et l'Europe, considèrent qu'il faut aller plus loin. Alors, il va y avoir des résistances, et sans doute un grand nombre d'entre vous ont en mémoire ce qui s'est passé à Seattle en 1999, qui a empêché l'OMC de commencer un nouveau cycle de négociations. Mais bon, on a remis ça à Doha 2 ans plus tard, en 2001, et en 2001 est lancé
un vaste programme de dérégulation et de libéralisation. C'est une utopie parce que le programme s'appelle Cycle pour le développement. Du coup, les pays du Sud pensent qu'on va corriger les défauts des accords existants, tandis que pour les pays industrialisés, il s'agit d'aller plus loin dans la libéralisation. Et les négociations commencent donc à Doha, mais 3 ans plus tard, ça calme. Ça calme parce que 90 pays du Sud disent « vous nous avez trompés, on n'en veut pas ». Et puis il y a l'émergence d'un phénomène nouveau qu'on appelle les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, qui se font les porte-paroles des autres pays du Sud. Et le camarade Pascal Lamy, comme vous savez, membre du PS et directeur général de l'OMC par ailleurs, fait de grands efforts pour trouver par tous les moyens possibles et imaginables une sortie de blocage. Il échoue. Il échoue. Ça ne satisfait pas du tout cet échec ses commanditaires préférés, c'est-à-dire les pays industrialisés et les multinationales qui travaillent pour elles. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les États-Unis entament, avec 16 pays du Pacifique, une négociation pour un partenariat trans-pacifique en 2011. Un an après, les États-Unis, 20 autres pays, plus les 27 de l'Union européenne, entament ce qu'on appelle dans le jargon une négociation plurilatérale, donc qui n'engage pas tous les États de la planète, mais seulement un certain nombre d'entre eux, pour aller plus loin dans l'application de l'accord général sur le commerce des services, qui est la GCS, qui est un des accords de l'OMC. Et là-dessus, je suis navré, mais nous ne savons strictement rien. Ces négociations se déroulent dans le plus grand secret. Il semblerait que cette négociation secrète, donc qui est une deuxième réaction à l'échec du programme de Doha, veuille aller même au-delà de la GCS telle qu'il est, mais je ne peux pas vous en dire plus. Troisième réaction, c'est en février de cette année-ci, 2 personnalités dont vous savez à quel point elles sont issues du suffrage universel, M. Barroso, président de la Commission européenne, et M. Van Rompuy, président du Conseil européen, signent avec M. Obama un engagement de négocier un partenariat transatlantique. À ce moment-là, le rêve d'une Europe européenne, fondée sur ses propres valeurs, sur ses traditions, sur ses acquis démocratiques et sociaux, aurait pu être matérialisé. Eh bien non. En 1990, on va signer une déclaration transatlantique. États-Unis, ce qui s'appelle à l'époque la Communauté européenne. C'est un choix fondamental. On fait le choix d'avoir une alliance privilégiée avec les États-Unis. Ce qui est dans la déclaration, c'est d'avoir chaque année, sinon 2 fois par an, des sommets États-Unis-Union européenne, d'avoir des rencontres entre les parlementaires des 2 blocs, d'avoir une concertation et d'entamer sur toute une série de choses, de sujets, des négociations. Alors ça, c'est une surprise. Parce que c'est rare que des pouvoirs publics demandent à des acteurs privés « organisez-vous en lobby pour faire pression sur nous ». Eh bien, c'est ce que le gouvernement des États-Unis et la Commission européenne vont faire. Ils vont demander aux 500 entreprises les plus importantes des 2 rives de l'Atlantique de créer un lobby. Pour l'Union européenne, c'était le commissaire Léon Britton, le prédécesseur de Pascal Lamy, puisqu'il fut aussi commissaire européen,
qui est à la manœuvre. Et donc on va créer le TABD, Transatlantic Business Dialogue, qui va être un très puissant lobby, qui va se réunir 2 fois par an, une fois à Washington, une fois dans une capitale européenne, Bruxelles, Berlin, Paris ou ailleurs, et qui va sortir des recommandations tous les 6 mois. Et quand Pascal Lamy va devenir commissaire européen, il va même faire cette chose invraisemblable à mes yeux en tout cas, désigner 2 fonctionnaires pour veiller à la manière dont les recommandations du TABD sont appliquées. Voilà. C'est une étape. Une autre étape, ça va être 2-3 ans plus tard, la création d'un organe de concertation avec fonctionnaires états-uniens et fonctionnaires européens et représentants d'un certain nombre de firmes, qu'on va appeler le partenariat économique transatlantique, sans que nos parlementaires aient été consultés. On va créer un conseil, donc une institution transatlantique. Alors, ce conseil transatlantique, il est composé de représentants du gouvernement des États-Unis et des institutions européennes, et de 70 firmes. Vous avez les firmes, là, il y a AIG, BASF, AT&T, Philip Morris, enfin, tout est bienfaiteur de l'humanité, quoi. Hein. Et puis, dernière étape, 2011, alors la création d'un groupe d'experts. Il faut se méfier, hein. Enfin, parce que moi je fais partie d'une équipe de recherche qui a essayé notamment de savoir c'était qui l'équipe d'experts. On n'a pas eu beaucoup de difficultés, enfin si, il nous a fallu à peu près 8 mois pour connaître les noms, mais après on a très vite compris. Ce sont des gens comme ceux que vous entendez souvent à 20h, en particulier sur France 2, mais aussi sur d'autres chaînes qui prétendent nous informer, dont on nous dit que ce sont de doctes professeurs d'université et dont on oublie toujours de nous dire dans quel conseil d'administration, de quelle entreprise ils siègent. Donc, ils sont neutres, bien entendu, et ils nous disent comment il convient de penser puisqu'ils détiennent la vérité avec un grand V. D'écrire, ils vont se mettre au travail et ils vont sortir un puissant document qui fait 6 pages et qui va être approuvé au début de cette année et qui dit qu'il faut absolument des négociations d'un grand marché transatlantique. C'est la Commission européenne qui devient le négociateur unique, au nom des 28 États. Le négociateur, il porte un nom et un prénom. Le prénom c'est Karel et le nom c'est De Gucht. C'est le commissaire européen au commerce. C'est un libéral du type Madeleine, si vous voyez ce que je veux dire. Belge, flamand, c'est pas une tare. Mais il a un petit souci. Il est poursuivi pour fraude fiscale dans son pays parce qu'il aurait détourné, lui et son épouse, 800 000 €. Enfin, c'est lui qui va nous représenter donc dans ces négociations. Dès que la justice belge a annoncé qu'il était poursuivi, M. Barroso a sorti un communiqué disant que ça ne faisait rien, que ça ne changeait rien et qu'il allait accomplir sa mission. Bon, la Commission négocie. Mais ce qu'il est important de savoir, surtout quand vous entendrez nos ministres et nos parlementaires dire « nous on ne sait rien, on ne sait pas ce qui se passe, on n'est pas au courant », eh bien vous pouvez dire qu'ils vous mentent. Pourquoi? Parce qu'ils sont le négociateur unique, donc M. De Gucht et ses collaborateurs, sont accompagnés d'un comité qui porte le nom de l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et donc on appelle dans le jargon le comité 207, avant on l'appelait 133, où sont représentés les 28 États. Et si je ne m'abuse, pour ce qui nous concerne, ce sont des fonctionnaires de Bercy. Donc nos gouvernements savent, ils suivent, ils accompagnent la négociation, ils sont au courant, ils ne peuvent pas faire comme ils font si souvent, dire c'est pas nous, c'est Bruxelles. Voilà, ça c'est pour
le mécanisme de la négociation. On sait maintenant qu'elle a tenu entre janvier 2012 et avril 2013 119 réunions avec les lobbies du monde des affaires et de la finance, c'est-à-dire à peu près en moyenne une tous les 4 jours, ce qui nous donne à peu près, quand on fait l'évaluation, que 65% du mandat eh bien, a été conçu par les milieux d'affaires et de la finance. Que le Parlement européen, qui n'était pas obligé à adopter une résolution sur le sujet, après de longues discussions, et dans cette résolution, avec beaucoup de réserves, mais il dit quand même feu vert à la négociation. De manière plus importante, c'est le 14 juin que les 27 gouvernements, on n'était pas encore à 28, hein, excusez-moi, je parle 27, 28, mais bon, il y a eu le 1er juillet entre eux, que le 14 juin, donc, Madame Brick a donné le feu vert de la France pour négocier le mandat. Et alors, le 8 juillet, les négociations ont commencé à Washington, dans un contexte dont vous vous souvenez peut-être, enfin, que certains d'entre vous étaient partis à la mer ou à la montagne, parce que c'était juillet, mais c'est au moment où on apprend que une des 3 grandes agences d'information, de renseignement américaines, espionne nos ambassades à Washington et nos bureaux, enfin les bureaux de la Commission européenne, à Bruxelles. Moment sincère ou pas d'indignation de nos gouvernants, enfin ils font semblant d'être fâchés, ils arrivent à Washington et les Américains disent vous en faites pas, on va créer un groupe de travail, on va régler le problème. Ça suffit cette promesse pour que les négociations commencent, mais je vous signale que le groupe de travail ne s'est jamais réuni. Transatlantique, c'est un accord de libre-échange. Ce n'est pas seulement un accord de libre-échange vu l'ampleur, mais c'est aussi un accord de libre-échange. Et c'est quoi un accord de libre-échange? C'est essentiellement 2 choses. Première chose, c'est... Et donc l'objectif d'un accord de libre-échange, c'est en fait, avec de beaux mots comme harmonisation, d'aligner, d'avoir les mêmes barrières non tarifaires. Avec un souci, c'est de les abaisser. Mais il faut quand même savoir une chose, c'est que les normes chez nous, dans le domaine sanitaire, dans le domaine social, dans le domaine environnemental, dans le domaine phytosanitaire, dans presque tous les domaines de la vie en société, qui résultent d'années, de décennies, mais sinon de siècles, au cours desquels on a adopté telle ou telle disposition parce qu'on estime que c'est utile pour la vie en commun, elles sont toutes plus sévères, plus protectrices qu'aux États-Unis. Il y a très peu de normes qui sont plus sévères aux États-Unis, et il y en a. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas du tout. J'en évoquerai d'ailleurs. Mais globalement, nous avons été plus loin, et je crois qu'il faut s'en réjouir, que les États-Unis. Donc, ce qui veut dire que la logique de cette négociation, ça ne va pas être de protéger nos dispositions réglementaires normatives, mais d'essayer de s'aligner sur une sorte de ce qui pourrait être le plus petit dénominateur commun. En tout cas, c'est le danger. C'est le danger de cette négociation. Et ce texte se fonde, et d'ailleurs le Parlement européen dans sa résolution insiste longuement là-dessus, sur des valeurs qui nous seraient communes entre les États-Unis et l'Union européenne. Je n'ai strictement rien d'anti-américain, croyez bien. J'y ai travaillé, j'y ai vécu, je sais ce qu'il y a d'intéressant et ce qui l'est moins aux États-Unis. Mais moi, j'attrape des boutons, si vous me permettez l'expression, quand j'entends parler de valeurs communes. Surtout lorsqu'il s'agit justement d'harmoniser nos législations, nos réglementations, nos normes dans beaucoup de domaines. Alors, j'ai essayé de faire un petit peu un relevé.
j'ai enseigné dans une université américaine et j'avais fait beaucoup de relations. J'ai eu de grandes discussions sur quelle est la différence en matière de conception du rôle de l'État entre les États-Unis et un pays comme la France. Chez nous, et ce n'est pas seulement français, nous concevons que l'État est le gardien du bien commun, de l'intérêt général, pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il appartient à chacune et à chacun de veiller et de combattre ce qui nuit. Et c'est pour ça que vous avez une culture du lobby, une culture des ONG et des associations qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus structurée, beaucoup plus ancienne aux États-Unis qu'en Europe, parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils se rassemblent, ils créent une association, ils rassemblent les fonds pour payer des cabinets d'avocats et régler le problème devant la justice. C'est radicalement différent. Alors je ne dis pas que ce que nous avons fait est parfait, mais ça fait quand même une grande différence, ce qui explique l'extraordinaire faiblesse des services publics aux États-Unis. Et regardez le combat pathétique de M. Obama pour essayer d'avoir un petit peu de sécurité sociale. Je vous rappelle que déjà il y a 50 ans, le président Kennedy estimait qu'il fallait un système de sécurité sociale et que 50 ans plus tard, le peu que M. Obama a fait en payant, enfin, c'est-à-dire en accordant 30 milliards de cadeaux aux assurances privées pour que ce qu'il a proposé passe, est encore en questionnement. Grande différence de ce point de vue-là. Quand on va aux États-Unis ou bien quand on va ailleurs et qu'on a besoin de dollars, surtout les dollars, surtout les billets, in God we trust. Si vous allez dans un tribunal américain, au fond de la salle, ce n'est pas un crucifix, mais c'est in God we trust. Il y a un rapport fondamentalement différent de la plupart des pays de l'Union européenne. Je sais, hier on m'a rappelé la Pologne, Malte, c'est vrai, mais dans un pays comme le nôtre, et j'en connais quelques autres aussi, où on s'est battu pour la laïcité, et en tout cas pour tout ce qui est public, ne soit pas empreint de la marque d'une religion, quelle qu'elle soit. Qu'il y a grosso modo deux grands systèmes juridiques dans le monde, le nôtre, qu'en France on appelle romano-germanique, que moi je préfère appeler, comme on le fait dans d'autres pays, le système continental, parce que c'est un système qui est en vigueur, je vais dire, de Cherbourg à Tokyo. Et oui, au Japon, c'est le système issu du droit romain, et en Chine aussi, avec des évolutions bien entendu. Et puis il y a la common law. Ce sont deux systèmes juridiques très différents, surtout dans le fonctionnement de la justice, et à l'exception de l'Irlande et de la Grande-Bretagne, qui pratiquent la common law, les 26 autres pays de l'Union européenne pratiquent le droit continental. Et tout à l'heure, les conventions sociales de base de l'Organisation internationale du travail, nous les avons toutes ratifiées. Les États-Unis n'en ont ratifié aucune. Ce qui fait quand même une grosse différence. Je ne dis pas que chez nous, elles sont toutes mises rigoureusement et avec beaucoup de respect en pratique, mais quand même, il y a une grosse différence. Sur le droit des consommateurs, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Chez nous, et il y a encore beaucoup à faire, le droit des consommateurs se trouve inscrit dans notre droit. Aux États-Unis, c'est une lutte permanente, au cas par cas, où ils doivent se rassembler, se mobiliser, constituer des lobbies. C'est très différent de chez nous. Sur la protection de l'environnement, vous le savez tous, ils n'ont pas ratifié Kyoto, ils n'ont pas ratifié la Convention de Rio sur la biodiversité. Ça fait aussi une sérieuse différence. Pareil pour la Convention de l'UNESCO sur la protection de la diversité culturelle, nous l'avons ratifiée, eux pas. Sur le rapport entre les entreprises privées et les partis politiques, alors là, la différence, elle est colossale. Bon, aujourd'hui, en France et dans d'autres pays de l'Union européenne, il y a des législations
qui organise le financement des partis politiques et qui limite, avec succès ou pas, c'est autre chose, le rôle des firmes privées dans le financement des partis politiques. Bien, je vous signale qu'il y a quelques mois, la Cour suprême des États-Unis d'Amérique a annulé une loi qui limitait la possibilité pour les firmes privées de financer des candidats aux élections. Donc elle l'a supprimé. Donc la philosophie, c'est les firmes privées peuvent choisir leurs candidats, les financer leur campagne et avoir donc à la Chambre des représentants et au Sénat des élus à eux, porteurs de leurs intérêts à eux. Ça fait aussi une sacrée différence et c'est important dans la mesure où, je vous le disais tout à l'heure, depuis qu'on a fait le Conseil transatlantique, il y a des non, même pas depuis la déclaration de 90, il y a des réunions entre parlementaires américains et parlementaires européens. Et vous allez voir, le grand marché prévoit un travail régulier, une collaboration entre ce qu'ils appellent les régulateurs. Mais chez nous, les régulateurs, c'est surtout les législateurs. Alors voilà, bon, il y a aussi, vous le savez aussi bien que moi, hein, la question de la peine de mort et la question de la vente des armes. C'est pas vraiment les mêmes valeurs qui nous dominent. Et puis sur les rapports avec les institutions internationales. Les Américains, au départ, étaient très favorables aux institutions internationales, seulement ils ont un problème. Ils ne supportent pas qu'un citoyen des États-Unis puisse être jugé par un autre tribunal qu'un tribunal américain. Du coup, eh bien, dès qu'il y a un texte international qui a des clauses répressives, ils ne le signent pas. Donc, ils n'ont pas signé la CIDE, la Convention internationale sur les droits de l'enfant, parce qu'un pédophile américain ne peut être puni qu'aux États-Unis. Et on n'accepterait pas qu'il soit jugé par un tribunal français, aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne. Non, c'est pas possible. De même, ils n'ont pas ratifié le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale. Je pense que cette démonstration suffit pour mettre en cause les valeurs communes. Alors maintenant, on entre dans le vif du sujet. Quel est l'objet, quel est l'objectif de ce partenariat transatlantique? Eh bien, c'est de rédiger, d'aboutir à un accord qui sera, comme vous le lisez, ambitieux, global, équilibré et pleinement compatible avec les règles et les obligations de l'OMC. Il s'agit donc bien de faire en sorte que le programme de négociation prévu dans les différents accords de l'OMC soit mené à son terme et au-delà. Aller plus loin. Parce que ce qui précède, c'est ce qui est déjà dans les accords de l'OMC, la libéralisation du commerce des biens et des services et les règles sur les questions qui sont en rapport avec le commerce, avec un haut niveau d'ambition d'aller au-delà de ce qui existe des engagements actuels de l'OMC. Entre parenthèses, les questions en rapport avec le commerce, si on réfléchit un instant, c'est tout. C'est pratiquement tout ce qui conditionne notre vie du matin au soir. Et donc là, il faut faire très attention à l'usage que l'on fait aujourd'hui, et j'ai envie de dire, depuis que l'OMC existe, du mot commerce. Parce que quand on parle du mot commerce, ça a l'air tellement anodin. Et on a plutôt une perception positive. Rappelez-vous que 2 fois n'a-t-on dit que quand les peuples font du commerce, ils ne se font pas la guerre, donc c'est positif. Mais aujourd'hui, et à travers les accords de l'OMC en particulier, ce qui est en rapport avec le commerce dépasse, et de loin, ce que nous entendons, c'est-à-dire acheter ou vendre une marchandise. Alors je continue. Ah oui, ça c'est important, parce que ça va revenir souvent. Et ceux qui se passionnent, ou même qui s'impliquent dans les prochaines élections municipales,
devrait bien faire attention au grand marché transatlantique. Parce que vous allez voir que ça c'est la formulation générale, et vous allez la voir de manière détaillée. L'accord va s'appliquer à tous les niveaux, non seulement aux États, mais pour ce qui nous concerne, aux régions, aux départements et aux municipalités. Deux principes qui sont très complexes. D'ailleurs, parfois certains doutent de ce qu'ils signifient, qui sont dans les fondements même des accords de l'OMC. C'est d'abord le principe de la nation la plus favorisée. Imaginons que l'Union européenne, parce que ce genre de choses ne se décide pas plus au niveau national, mais au niveau européen, considère que, vu la pauvreté des pays d'Afrique de l'Ouest, vu qu'ils sont de grands producteurs de coton, vu aussi qu'on n'en produit pas beaucoup, on pourrait, dans une conception de l'aide au développement, dire, eh bien, le coton importé du Sénégal et du Burkina Faso, zéro taxe. Zéro. En vertu du principe de la nation la plus favorisée, si vous accordez zéro taxe sur le coton d'un pays, vous devez accorder zéro taxe sur le coton de tous les pays, donc y compris de ce gros producteur que sont les États-Unis, de tous les pays qui sont membres de l'OMC. Si vous êtes obligé de faire ça, vous ne le faites pas, parce que ce n'est plus possible. Vous supprimez des recettes. Il y a plus pire, comme diraient les gamins. Il y a l'autre, le traitement national. Alors le traitement national, c'est un peu plus compliqué. Et un certain nombre de gens disent, mais c'est pas possible. Eh oui. Alors, le traitement national, c'est autre chose. Et il faut que je vous explique, ça va surtout s'appliquer dans le secteur des services. C'est dans l'accord général sur le commerce des services. Et je dois vous rappeler que l'accord général sur le commerce des services ne se met en application que par tranche, par série de négociations successives. Et chaque fois qu'on passe à une tranche, on s'engage. Il y a donc des engagements. Par exemple, l'Union européenne, qui est encore une fois la seule à la manœuvre avec l'accord des gouvernements en la matière, eh bien, elle ne s'est pas encore engagée à dire on applique la GCS, on applique le traitement national à l'enseignement universitaire. Non, on n'a pas encore fait non plus pour l'école primaire, maternelle, les collèges et le lycée, on ne l'a pas encore fait pour l'éducation. On le fait un tout petit peu pour l'enseignement professionnel. Aujourd'hui, les universités, l'essentiel des universités en France sont des universités publiques, des universités d'État, financées à 100% par l'État. Si on applique le traitement national, imaginons que l'université de Harvard décide d'ouvrir une section à Montpellier. En vertu du traitement national, ce que la France consent dans son budget, directement ou indirectement, pour le fonctionnement de ces universités, elle devra l'accorder à la section de Montpellier de l'université de Harvard. Si vous réfléchissez un peu à l'implication de ce principe, si vous le généralisez, c'est impossible. C'est impossible à appliquer. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ou bien on va devant le, entre guillemets, tribunal de l'OMC, ou bien on privatise ses propres universités. C'est la machine qui permet de passer de la libéralisation, y compris des activités publiques, à la privatisation. Petit rappel, les accords de l'OMC, c'est quoi? Eh bien, c'est d'abord l'accès au marché. Alors là, il y a toute une série de principes. Et puis, on a décliné déjà des accords partiels, qu'on appelle les accords annexes, dans toute une série de domaines, dont l'agriculture, qui a déjà suscité quelques émois, vous vous souvenez,
Et puis je ne vais pas les lire, ils sont là sous vos yeux. Moi, dans ma candeur naïve, quand j'ai vu qu'il y avait une réglementation sanitaire sur les produits agricoles, je croyais que s'il s'agissait de protection, mais non, pas du tout. C'est au contraire pour limiter les réglementations existantes. Mais c'est un petit peu la tendance générale. Donc, accès au marché, services, avec déjà des accords appliqués. D'ailleurs, le premier, ce fut sur les services financiers. Et puis, droit de propriété intellectuelle. Ce sont les 3 grands accords que gère l'OMC. Oui, il y a aussi quelques mots qu'il vaut mieux être au clair sur ça pour savoir ce qu'ils veulent dire. Parce que quand, dans le langage de l'OMC, comme dans le langage du grand marché transatlantique, quand on vous parle de règles, il s'agit bien plus souvent de dispositions pour faire disparaître les règles qui existent. De même, le mot discipline. Alors le mot discipline, ça ne fait pas référence du tout à ce que nous pensons. Quand on regarde par exemple, juste avant le début des cours, la cour de récréation dans une école primaire. Non. Les disciplines énumèrent des dispositions qui peuvent être régionales, nationales, locales, qui sont considérées comme des obstacles au commerce des services, des investissements ou des marchés publics, parce qu'elles sont, dit le texte, plus rigoureuses qu'il est nécessaire. Vous conviendrez avec moi que le terme rigoureux est complètement subjectif et qu'il relève de l'interprétation. Mais donc, retenez bien ça, quand une mesure est considérée comme plus rigoureuse que nécessaire, ça veut dire qu'elle gêne un acteur privé, soit pour investir, soit pour avoir accès au marché public, soit tout simplement pour vendre des biens. Et puis alors il y a la transparence. La transparence, c'est quelque chose que nous connaissons, que nous souhaitons le plus souvent, d'ailleurs dont on doit déplorer l'absence en ce qui concerne ce texte-ci, parce que quand Madame Bricq, dans une lettre en réponse à une lettre ouverte de Attac, dit qu'elle considère la transparence comme un droit inaliénable, moi j'ai répondu sur mon blog hier matin qu'elle commence par la pratiquer en rendant public ce texte, qui reste toujours restricted, de diffusion restreinte, et en anglais seulement. Mais dans le langage de l'OMC et du grand marché, la transparence, c'est plus que simplement faire connaître les lois, les règlements, les normes. C'est aussi soumettre, en l'occurrence à l'OMC et puis à un organe que va créer le GMT, ce qu'on a l'intention d'adopter comme réglementation, comme disposition. Donc ça veut dire que le régulateur, par exemple le législateur à l'Assemblée nationale, mais aussi à un conseil municipal, qui voudrait prendre de nouvelles dispositions dans des matières qui relèvent de l'accord, devra, avant de décider, soumettre ces dispositions à, ici c'est l'OMC, mais à l'organe qui va être créé par le GMT. Que reste-t-il de notre liberté de décider dès lors qu'il faut se soumettre à une instance extérieure pour savoir si c'est compatible ou pas avec les termes de l'accord. Et alors, les services, parce qu'on va en parler, puisque, comme vous l'avez vu, les accords de l'OMC comportent la GCS et qu'il s'agit de les mettre en vigueur. C'est quoi les services? Eh bien, la définition du texte est très simple, c'est tous les services de tous les secteurs. Donc on n'a oublié personne comme ça. Hein. D'ailleurs, il y a une classification de 12 secteurs. Vous avez éducation, santé, transport, finance, et puis le 12e, c'est divers. Comme ça, on est sûr d'oublier personne. Moi, je vois dans cette volonté, et vous allez la retrouver dans les textes, une forme nouvelle de totalitarisme. Alors, il y a une exception.
Et j'insiste beaucoup sur cette exception, parce que cette exception, un certain nombre de personnalités politiques, des parlementaires, des ministres, s'en servent pour nous tromper. L'exception dit que ne sont pas des services, en tout cas l'accord ne s'applique pas, à des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental. Et que de fois ne m'a-t-on pas dit, mais vous voyez, monsieur Génard, vous exagérez, vous sombrez dans le catastrophisme, vous faites peur aux gens. Les services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental, c'est ces services publics dont vous dites qu'on va les démolir. Mais comme moi je connais mes textes, et comme vous aussi, puisque vous l'avez sous les yeux, il y a une définition des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental. Ce sont des services qui ne sont fournis ni sur une base commerciale, donc qui sont gratuits, ni en concurrence, donc qui sont fournis en monopole. Vous en connaissez encore beaucoup, vous? La santé, bah, à côté des hôpitaux publics, il y a des cliniques privées. L'école, à côté des écoles publiques, il y a des écoles privées. La Sécu, mais regardez toute la pub dont on nous inonde pour le moment de firmes privées, d'assurances, qui se préparent à ce que ça soit appliqué pour remplacer le système de sécurité sociale qui fera en sorte que ceux qui peuvent souscrire une assurance, et seulement eux, auront droit au bénéfice de cette assurance. Je crois, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de Cuba, mais je crois qu'il n'y a plus qu'à Cuba où on peut trouver des activités de service qui ne sont ni en concurrence, ni fournies sur une base commerciale. En fait, ce dont il s'agit, c'est ce qu'on appelle les services régaliens de l'État. Mais même là, j'ai un peu de problème. Passons à la justice. Mais nous avons déjà des prisons privées. Pensons à la police, mais si je ne m'abuse, la semaine passée, M. Valls nous annonçait qu'il allait faire de plus en plus recours à des sociétés de gardiennage, enfin, ce genre de milices privées qu'on n'appelle plus comme ça. Il ne reste pas grand-chose hein, qui s'applique, où la GCS ne s'applique pas. Alors maintenant, on commence l'examen des grands chapitres du mandat. Et le premier, c'est l'accès au marché, c'est-à-dire l'accord de l'OMC. On est dans la logique de l'article 2. Alors l'accord, le texte dit qu'on va éliminer toutes les obligations pour parvenir à une élimination substantielle des droits de douane dès l'entrée en vigueur du texte, avec et une suppression progressive de tous les tarifs douaniers. Vers la mi-juin, quand le Conseil des ministres européens donnait son accord là-dessus, on en a parlé un petit peu dans les journaux. Et je me souviens, parce que je lis le plus possible tout ce qui se publie là-dessus, que Le Monde, Le Figaro, Libération, Les Échos et d'autres disaient « ça c'est pas grave ». C'est pas grave parce que de toute façon, les droits de douane entre les États-Unis et l'Europe, ils sont quasiment tous disparus. C'est faux. C'est vrai et c'est faux. C'est faux parce que dans deux secteurs, il demeure extrêmement important, l'agriculture et le textile. Je ne suis pas un spécialiste de l'économie agricole, mais j'ai lu beaucoup de choses qui ont été écrites par des gens qui savent, sur produits agricoles par produits agricoles. Les produits dérivés du lait, le blé, etc., etc., etc. Les droits de douane qui sont appliqués aux frontières de l'Europe et les conséquences si on les supprime. Et eh bien, la conclusion, c'est que si on supprime ces droits, ça va représenter un bouleversement considérable pour notre agriculture. Ça va permettre l'arrivée massive de blé et de soja génétiquement modifiés des États-Unis. Ça va provoquer des concentrations pour garder la compétitivité je vais appeler de l'industrie agricole ou de l'agriculture industrielle. Ça va provoquer une chute des exportations des produits agricoles français. Et quelqu'un qui est bien mieux spécialiste que moi, qui s'appelle Jacques Berthelot, qui a fait une étude extrêmement poussée des conséquences
de l'abaissement ou de la suppression des barrières tarifaires sur les produits agricoles à l'entrée dit ceci. À l'OMC, on ne décide qu'à l'unanimité, ce qui a permis de tout bloquer pour les pays du Sud qui s'estimaient lésés, puisqu'il faut l'unanimité. Et il y a une autre règle, il n'y a d'accord sur rien tant qu'il n'y a pas d'accord sur tout. Ce qui veut dire que s'il y a des accords partiels, ils n'entrent pas en application, puisqu'il faut un accord sur le tout étant le programme de Doha. Mais il y a eu, à une conférence ministérielle de l'OMC à Hong Kong, en 2005, un accord sur la GCS, que j'ai décortiqué. Si ça vous intéresse, le lien est là. Et on peut donc penser qu'au moins, ce qui a été convenu à Hong Kong va faire l'objet de la négociation dans le cadre du grand marché transatlantique. Ce qui veut dire que eh bien, la menace qui pèse depuis qu'existe la GCS, mais dont on ne perçoit pas encore aujourd'hui toutes les manifestations, même si on ne se rend pas compte que ça vient de la GCS. Quand au niveau européen on décide de la libéralisation du rail, mais initialement c'est l'accord annexe à la GCS sur les transports. En fait, on ne se rend pas compte que depuis 1995, l'agent exécuteur des accords de l'OMC, pour nous, Européens, ce sont les institutions européennes. Toujours, je tiens à le souligner, parce que je crois qu'on commet souvent l'erreur de penser que c'est la Commission qui décide de tout. La Commission propose, et comme elle est la signataire au nom des États membres des accords de l'OMC, donc elle propose telle ou telle application des accords de l'OMC en vertu de ce qui se négocie au siège de l'OMC à Genève, mais ce sont nos gouvernements, c'est le Conseil des ministres qui décide. Il ne faut jamais oublier quand on parle de l'Europe, que la responsabilité ultime dans l'essentiel des matières, ce sont nos gouvernements, qui ont bien sûr l'habitude de se défausser sur Bruxelles, avec une exception, parce que je veux être complet et précis en la matière, c'est trop grave. Depuis qu'on a adopté le mécanisme européen de stabilité et le pacte budgétaire, là, on a transféré de véritables pouvoirs dont on s'est dépouillé à la Commission européenne et à la Banque centrale européenne. Voilà, donc les conséquences, vous les avez sous les yeux pour ce qui nous concerne, c'est qu'un grand nombre d'activités de services qui souvent correspondent aussi à la manière de pouvoir appliquer des droits, le droit à l'eau, le droit à l'accès à l'énergie, le droit au logement, eh bien, tout ça risque de tomber davantage encore, parce que vous savez bien qu'on a déjà commencé à libéraliser l'eau, l'électricité, le gaz. Il paraît que c'est pour notre bien. Moi, je vais encore en souvenir, le prédécesseur de M. Pascal Lamy, à la tête de l'OMC, disait, mais quand on libéralise, quand on met en concurrence, c'est pour le bien des consommateurs. Je vous mets au défi de trouver un cas où, après avoir libéralisé la distribution de l'eau ou de l'électricité, le prix a baissé. Et en s'agissant de l'eau, on peut même dire que la qualité a baissé, mais pas le prix. Donc, on est dans l'idéologie, là. On est dans l'idéologie, et une idéologie au service, non pas de l'intérêt général, mais des... Donc, c'est la nécessité de protéger, tout en libéralisant les investissements. Premier article qui en parle, le 22. Donc, il s'agit libéraliser et protéger les investissements à partir du plus haut niveau existant de libéralisation. Alors libéraliser les investissements, mais c'est faire en sorte que les investisseurs ne rencontrent
pas trop d'entraves ou le moins d'entraves possible pour investir. Et nous avons un article 23 qui est très long, mais vous allez voir qui est très important, qui en parle, et donc qui nous donne quelques indications sur ce que devraient inclure les négociations sur le renforcement de la protection et le renforcement de la libéralisation des investissements. Et là, vous avez encore une fois cette formulation qui ne manque pas de sel, devrait inclure en particulier, mais pas exclusivement, hein, c'est notre divers de la liste des services de tout à l'heure, hein, si on n'a pas tout mis, les négociateurs pourront ajouter ce qu'on a oublié, mais alors vous allez voir ce dont les négociations doivent traiter. Un traitement juste et équitable, y compris l'interdiction de mesures déraisonnables, le traitement national, le traitement de la nation la plus favorisée, la protection contre l'expropriation directe et indirecte. Au passage, je signale que cette disposition, si elle entre en vigueur, rendra impossible désormais et pour toujours, je sais qu'aujourd'hui le mot est mal vu, mais toute nationalisation. Enfin, il paraît que quand on parle de nationalisation, j'entendais ce matin le commentateur de BFM TV, il paraît que ça a un parfum ringard de lutte des classes. La protection et la sécurité entière des investisseurs et des investissements. D'autres dispositions dans des clauses générales, hein, soyons bien certains de ne rien oublier. Et puis, le libre transfert des fonds de capital. Et là, je dois vous raconter une petite anecdote pour vous donner un exemple de ce que ça veut dire. Il y avait une loi au Brésil qui imposait tout investisseur étranger de réinvestir 10% du bénéfice net de l'exercice précédent. Une firme américaine a demandé aux États-Unis, puisque c'est dans le cadre de l'OMC, de poursuivre le Brésil devant l'organe de règlement des différends à l'OMC. Alors le Brésil avait le choix, ou payer des indemnités aux États-Unis pour cet investisseur lésé, ou abroger sa loi. Que pensez-vous que le Brésil a fait? Il a abrogé sa loi. Ce qui suit, c'est ce qui avait justifié le retrait de la France par M. Jospin, au nom du gouvernement de la République, en 1998, des négociations sur l'AMI. C'est la création d'un organe de règlement des différends, mais non pas comme à l'OMC, État contre État, mais investisseurs, donc firme privée contre État. Et là, on entre dans une sphère très différente, parce que si un mécanisme de règlement des différends, c'est-à-dire une structure privée, et on a la chance, c'est plus facile de l'expliquer en France que de l'expliquer en Belgique ou en Allemagne, parce que nous vivons un cas concret, l'affaire Tapie. On a préféré mettre en place une structure d'arbitrage avec tous les risques que ça comporte et que l'on connaît. Moi, j'étudie des bilans de l'organe des règlements des différends à l'OMC, où on dit justement qu'à l'OMC, il y a encore une chance, il y a un premier niveau, on pourrait dire, si on parlait de droit, une première instance, et il y a un organe d'appel. Mais le premier niveau, c'est des experts désignés par les partis, donc aussi par les firmes privées. Et dans un autre cas dont je vous parlerai tout à l'heure, il n'y a même pas d'organe d'appel. Mais si on réfléchit, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Il y a quoi? Un mois et demi? Peut-être moins, je ne sais plus. Un avocat français, au nom d'une firme pétrolière américaine, a utilisé une technique nouvelle, ce qu'on appelle le QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, pour demander au Conseil constitutionnel si la loi française sur l'interdiction de la prospection de gaz de schiste était conforme à la Constitution de la République. Si ce que vous ne voyez pas, si cette disposition créant un organe, un mécanisme de règlement des différends devient la réalité, le Conseil constitutionnel sera soustrait à cette compétence. Il ne sera plus compétent
dès lors qu'il y a un conflit entre un investisseur et la France et l'État, pour en juger. C'est-à-dire qu'on enlève à nos juridictions, qui sont quand même issues d'institutions démocratiques, on enlève à nos juridictions d'énormes compétences dès l'instant où un investisseur privé étranger actionne le mécanisme de règlement des différends. Genre de mécanisme, les questions de santé, les questions sociales, les questions environnementales passent après les règles de la concurrence. De deux conséquences majeures de cette extension, et c'est pas fini puisqu'on nous annonce qu'on va aller plus loin, des droits de propriété intellectuelle. Je commence par une anecdote. Monsanto n'aurait aucun intérêt à produire une semence qui ne germe qu'une fois s'il ne pouvait pas mettre un brevet dessus, ou à produire des semences qui sont compatibles avec un type d'herbicide s'il n'y avait pas les droits de propriété intellectuelle. En fait, l'usage que l'on fait aujourd'hui, extensif, des droits de propriété intellectuelle, ça permet ce que l'agrobusiness veut, c'est-à-dire la captation de la chaîne alimentaire de la semence à l'assiette. En plus, et moi j'en ai fait avec d'autres l'analyse détaillée, l'accord sur les droits de propriété intellectuelle est en contradiction totale avec la Convention de Rio sur le respect de la biodiversité. Ce n'est pas le propos de ce soir, mais la démonstration a été faite. Et puis cet accord permet quelque chose que nous, on appelle la biopiraterie. C'est quoi la biopiraterie? Eh bien, c'est la possibilité pour des chercheurs, et c'est fréquent, c'est presque tout le temps, des chercheurs d'universités, mais on sait qu'aux États-Unis, les universités, les firmes privées, c'est la même chose, qui vont là où existe encore le plus grand gisement de biodiversité, c'est-à-dire l'Amérique latine, qui vont prélever des variétés du vivant végétal, soit pour des propriétés curatives, soit pour des propriétés nutritives, qui ramènent ça dans leur labo aux États-Unis et qui déposent un brevet dessus. Mais c'est le patrimoine commun de l'humanité. Eh bien, c'est possible, c'est rendu possible avec les droits de propriété intellectuelle, ce que nous appelons, nous, la biopiraterie. Le chapitre marché public. Alors ça, c'est très, très important. Parce que vous le savez, c'est une technique que nos pouvoirs publics, et vous aurez noté, national, régional et local. C'est une technique que nos pouvoirs publics utilisent quand on veut construire, je sais pas moi, un hôpital, un dispensaire, une cantine scolaire, un pont, que sais-je. On fait un appel d'offres. Eh bien, là, il faut libéraliser les marchés publics. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que, tous les acteurs susceptibles de répondre à l'appel d'offres puissent y répondre. Donc, qu'il n'y ait pas de limites de région ou d'État. C'est que dans l'appel d'offres, il n'y ait pas d'obligation, par exemple, d'obligation de délocalisation. Imaginons un appel d'offres fait par je sais pas moi, un ministère français. Donc, un appel d'offres pour l'ensemble du pays. Alors, vous savez qu'il y a des régions qui sont mieux portantes que d'autres. Donc, un gouvernement soucieux de l'intérêt général, s'il doit investir quelque chose et que c'est finalement indifférent l'endroit où on va investir, il va pouvoir mettre dans son appel d'offres, il faudra absolument que ce soit, allez, je vais dire, en Lozère. Et ça, c'est une exigence de localisation, désormais interdite. D'une part, ce qu'on appelait, il y a encore quelque temps,
c'est moins souvent pratiqué aujourd'hui dans le vocabulaire politique, une politique industrielle. C'est-à-dire l'État qui veut jouer un rôle dans le dynamisme de son économie. C'est plus possible. C'est plus possible. Et puis on a un certain nombre de questions qui se posent. Je vous disais tout à l'heure en début, l'essentiel des normes chez nous sont plus protectrices, sont plus importantes qu'aux États-Unis. Il y a, en tout cas je peux vous en parler, deux exceptions en matière de marché public. 25% de tous les marchés publics aux États-Unis sont réservés aux PME, en vertu d'une loi. Alors, est-ce que cette loi va être maintenue ou est-ce qu'en vertu du grand marché transatlantique, on va l'abroger? Je ne fais pas de procès d'intention, je pose la question. Et je dis tout de suite, ça ne suffirait pas pour que j'adhère au grand marché transatlantique, si on l'abroge. Mais il y a là de quoi se faire piéger. Et comme nos négociateurs sont plutôt enclins de s'incliner devant les attentes américaines, j'ai des doutes. Il y a une autre exception, ça s'appelle le Buy American Act. C'est une loi, c'est une loi, qui dit que bien, tous les ministères, tous ceux qui fonctionnent avec de l'argent public aux États-Unis, quand ils ont besoin de s'équiper, ils doivent acheter américain. Et aussi, toute institution privée qui reçoit de l'argent public. Et si elle reste, on est lésé. C'est un métier de dupe. Il y a encore une autre question, plus fondamentale. Les États-Unis, c'est une fédération d'États. Il y a une tension permanente entre les États fédérés et l'État fédéral. D'ailleurs, c'est pas une vieille histoire, c'est maintenant, aujourd'hui. Regardez le programme du Parti républicain, regardez ce que disent ces fous furieux du Tea Party. Pour eux, Washington, c'est-à-dire l'État fédéral, a toujours trop de pouvoir et les États fédérés n'en ont jamais assez. Chaque État a ses réglementations, ses législations, ses spécificités. Il y a une grande variété normative à travers les différents États des États-Unis. Alors, la règle, pour nous, dans notre droit, dans notre conception du droit international, et dans d'ailleurs la règle, vous savez, il y a un droit, c'est une convention de Vienne sur le droit des traités, qui dit qu'un traité international s'impose aux parties. Et d'ailleurs, c'est reconnu par notre Constitution. Si la dérégulation va si loin que le propose le GMT, est-ce que ça va être appliqué aux États-Unis ou pas? Il y a un article sur le commerce de l'énergie. Parce que l'énergie, ça s'achète et ça se vend. Mais ce qui est grave, c'est ce qui est écrit. Les négociations devraient viser à assurer un environnement commercial ouvert, transparent et prévisible en matière d'énergie et garantir un accès libre et durable aux matières premières. Ce qui veut dire que nous allons perdre totalement la maîtrise de notre sol et de notre sous-sol et de ce qu'il contient. À la fin, il y a 46 articles et voilà 43. Et on nous annonce la création d'une structure institutionnelle qui va faire deux choses. Qui va veiller au respect de l'accord, mais plus, qui va poursuivre la négociation sur ce qui n'aura pas été atteint. Et nous savons même que la Commission européenne est déjà d'accord pour les négociations sur ce qui n'aura pas été réalisé ne seront plus soumises à la ratification des États. On ne sait pas du tout qui va composer cette superstructure au-dessus des États-Unis et de l'Union européenne. Mais bon, comme c'est au-dessus des États-Unis et de l'Union européenne, je suppose que ce sera un Américain. D'ailleurs, Mme Clinton nous a donné quelques éclaircissements, bien qu'elle n'ait plus aujourd'hui de fonction officielle. Elle a dit que ce sera un OTAN économique. Quand on sait comment fonctionne l'OTAN, donc la structure institutionnelle, eh ben, on sait que ça va être ça.
Monsieur de Gucht, hein, vous voyez le Belge qui a des problèmes avec le fisc. Monsieur de Gucht a fait une conférence il y a 3 semaines à Prague, et alors il nous a donné encore un bel exemple de la littérature, en tout cas de la rhétorique européenne. Il a donné un nom à cette structure, donc il va veiller à l'application d'un accord qui déréglemente et dont les négociations ultérieures porteront sur ce qui n'a pas encore été déréglementé. Et vous savez comment il l'appelle? Il a dit en anglais a Regulatory Council, un conseil pour la régulation. Mais ça, c'est typique des textes européens. Quand ils vous disent une chose, ça veut dire qu'ils font le contraire. On voit dans cette institution, qui sera donc celle qui pilotera les mécanismes de règlement des différends, une grande menace. Mais c'est le moment maintenant de vous parler d'un mécanisme de règlement des différends. On en connaît 2. Celui de l'OMC, avec une première instance de panel, composé de gens qui sont réputés être des experts, choisis par les partis, donc aussi par les firmes privées, et puis une instance d'appel, composée, elle, de magistrats. Et avec cette particularité que c'est un État qui doit se faire l'avocat de firmes privées de chez lui pour attaquer un autre État. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est l'acteur privé qui est doté de la capacité d'intervenir contre des pouvoirs publics nationaux, locaux ou régionaux, et on ne sait pas s'il y a un organe d'appel. On ne le sait pas. Dans l'autre exemple que nous connaissons, l'organe de règlement des différends, le mécanisme de règlement des différends de l'ALENA, accord de libre-échange de l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique, il n'y a pas d'instance d'appel. Donc c'est un petit groupe, comme pour Tapi, ils se réunissent, ils décident, et puis ils prennent ils demandent soit qu'une législation, une réglementation soit abolie, soit qu'ils prévoient des compensations pour la victime, entre guillemets, qu'ils représentent. C'est la réalisation du rêve de David Rockefeller, transférer le gouvernement des peuples au secteur privé. Dans ce mandat, toute une série d'articles, je les ai énumérés là, que je ne vous ai pas montrés, qui sont présentés comme étant des garanties que l'Union européenne protégera les normes sociales, qu'elle protégera les normes environnementales, qu'elle protégera les normes sanitaires. Et si vous vous appropriez le texte, vous les verrez à ces articles-là. Je dis, ce n'est pas crédible. Sur le plan social, que fait l'Union européenne, c'est encore une fois sur décision de nos gouvernements, quand elle propose la flex-sécurité, c'est-à-dire remettre en cause le droit du travail? Qu'acceptons-nous quand la Cour de justice de l'Union européenne, à travers 4 arrêts qui sont maintenant devenus célèbres, Laval, Viking, Ruffert, Commission contre Luxembourg, décide que le droit à la concurrence a priorité sur le droit social? Nous avons 4 arrêts de la Cour de justice qui produisent ces effets-là. Comment peut-on penser qu'on va défendre dans une négociation avec les États-Unis ce qu'on détruit chez nous, entre nous? C'est pas crédible. Comment peut-on penser qu'on va défendre les normes environnementales quand nous poursuivons, quand l'Union européenne, à l'OMC, poursuit le Canada parce que dans la province de l'Ontario, il y a une fiscalité qui favorise les entreprises qui ne polluent pas? Quelle crédibilité ont des dispositions qui disent qu'on va défendre nos normes environnementales alors que nous-mêmes, quand on en a l'occasion, nous les combattons? Donc ces garanties-là, elles ne sont pas, mais alors pas du tout, crédibles. Mais pourtant, c'est encore dans sa lettre à Attac ce que répète Madame Brick.
Mais il faut quand même bien faire en sorte de rassurer, de nous rassurer, hein, c'est toujours le même discours, dormez en paix, bonnes gens. C'était déjà d'ailleurs ce que M. Strauss-Kahn disait quand il était le négociateur de la France pour l'ANI en 1997 et qu'il était interpellé à l'Assemblée nationale. Rassurez-vous, tout ça, ça va bien. Le 15 juin, on a dit on a sauvé la culture. Alors qu'est-ce qu'il est? Eh bien, il est dit qu'on va dans le respect de la promotion de la diversité culturelle par la Convention de l'UNESCO, on va faire tout ça. Seulement le problème, c'est que notre partenaire tant aimé américain, il n'a pas ratifié la Convention de l'UNESCO. Alors qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, on a un article 21 qui dit les services audiovisuels ne sont pas couverts. Donc on a mis de côté les services audiovisuels. Les services audiovisuels, ce n'est pas toute la culture. La culture, c'est les théâtres, les opéras, les bibliothèques, les archives, le patrimoine. Regardez, allez voir l'organigramme du ministère de la Culture et vous verrez tout ce qu'il y a à côté de l'audiovisuel. Et de ça, on ne parle pas. Et de ça, la GCS va s'en occuper. Et quand la France, dont M. Barroso a dit qu'elle était réactionnaire parce qu'elle demandait l'article 21, qu'est-ce qu'il a fait, M. Barroso? La Commission, en vertu des traités, peut faire des recommandations au Conseil en vue d'éventuelles recommandations supplémentaires. Pour le dire en français clair, eh bien, si la Commission a envie, elle remettra l'audiovisuel devant le Conseil des ministres pour qu'on le négocie quand même. Donc c'est une suspension provisoire. On a dit que ça allait être bon pour la croissance et pour l'emploi, que ça allait augmenter le PIB et que ça allait augmenter l'emploi. On ne vous a jamais dit que cette étude validée par la Commission et le Conseil, c'était à l'horizon 2027, dans 14 ans. Dans 14 ans, si on applique tout ça, on aura 0,5 d'augmentation du PIB et entre 4 et 500 000 emplois créés, alors qu'il y en a 26 millions et demi de chômeurs. Il y a une autre étude allemande qui dit 2029, donc 16 ans, mais elle dit 800 000 emplois. Ça, c'est les avantages pour nous, dans 14 ans. Par contre, pour eux, voilà ce qui va arriver tout de suite. Si ça passe, tout de suite, on peut dire que les obligations sociales, sanitaires, environnementales et culturelles vont baisser ou vont disparaître. Que ce sera en matière d'investissement la liberté d'investir ce que le privé veut, où il veut, comme il veut, d'en retirer le profit qu'il veut. C'est pas ma définition. Ça, c'est pas une phrase de moi. C'est une phrase du PDG d'American Express qui a donné sa définition de la liberté d'investir. Ce seront les uniques, ce sera le secteur privé qui sera l'unique bénéficiaire de la concurrence libre et non faussée. Et désormais, les normes seront édictées, non pas pour l'intérêt général, mais pour l'intérêt du privé. Alors, vous allez me dire, vous exagérez. C'est pas possible. Eh bien, nous avons un bon laboratoire. 19 ans d'expérience d'exactement la même chose entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. L'accord ALENA, et j'ai donné quelques exemples. Les salaires mexicains ont tiré vers le bas les salaires des États-Unis et du Canada. Mais regardez, chez nous, c'est déjà la même chose depuis qu'on a fait l'élargissement. Ce sont les salaires de l'Europe de l'Est qui tirent vers le bas les salaires de l'Europe de l'Ouest. Il y a une question qu'il faut poser. C'est la valeur de la signature américaine. Parce que dans le cadre de l'ALENA, les États-Unis n'ont pas respecté les engagements de l'accord. Ils ont continué à protéger et leur industrie et leur agriculture. Et pour donner un exemple, dans l'actualité d'aujourd'hui, ce qui est là, ça date de quelques semaines, M. Obama, dans sa première présidence, avait signé un accord de libre-échange avec la Corée du Sud. Il vient de le bafouer au détriment de Samsung et au profit de Apple.
que vaut la signature des États-Unis dans un accord où les intérêts américains sont en cause. Troisième exemple, pour respecter le chapitre investissement de l'ALENA, qui est le même que celui qu'on veut nous imposer, eh bien, il s'est trouvé une firme américaine qui a déposé plainte contre l'État du Mexique parce que dans la constitution mexicaine, il y avait une disposition qui protégeait des territoires indigènes, des territoires des peuples premiers. C'était une entrave, un obstacle à la liberté d'investir là où voulait investir cette firme américaine. Ils sont allés devant, on a créé, parce que c'est au cas par cas, hein, les mécanismes de règlement différents. On a donc créé un groupe d'arbitrage. Le Mexique a évidemment été condamné, il avait le choix, payer des indemnités, parce qu'on appelle ça des compensations à l'investisseur, ou abroger l'article de sa constitution, pas d'un petit règlement local, d'un article de la constitution, donc ce qu'on appelle quand même la charte fondamentale d'un pays. Le Mexique, avant, il y a 20 ans, avant l'ALENA, était exportateur net de produits agricoles. Depuis l'ALENA, il est importateur de produits agricoles. Des centaines de milliers d'emplois ont été perdus dans l'agriculture et on assiste à des phénomènes de désertification. Et enfin, là, c'est quelques exemples des firmes qui déposent plainte contre le Canada, contre le Mexique. C'est presque toujours des firmes américaines. Il y a très peu de firmes canadiennes qui ont déposé plainte contre les États-Unis. Le Mexique n'a jamais osé déposer plainte. Enfin, il n'y a aucune firme mexicaine qui a déposé plainte contre les États-Unis. Mais enfin, comment se fait-il que le gouvernement français joue là-dedans? Mais parce que c'est sa philosophie. Dans une note de Mme Revel, qui est la principale gestionnaire du dossier GMT pour Mme Brick, j'ai trouvé cette phrase. Il faut prendre acte de la tendance de la délégation de la règle au privé. Il n'y a donc pas la moindre volonté de résister à ça. Ça, c'était une note d'avant le 14 juin. Donc avant même que le Conseil des ministres décide, la France joue là-dedans ou pas. On s'incline, on accepte de la tendance, de la délégation de la règle au privé. On avait été prévenu par un homme qui en a payé de sa vie, de ce que nous, à notre tour, nous allons vivre. Salvador Allende, devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, a eu cette phrase formidable qui est vraiment la réalité du GMT. Nous faisons face à un conflit frontal entre des entreprises transnationales et des États. Ceux-ci sont court-circuités dans leurs décisions fondamentales, politiques, économiques et militaires, par des organisations globales qui ne dépendent d'aucun État et dont les activités ne sont contrôlées par aucun Parlement ni aucune institution représentative de l'intérêt collectif. Alors, je suis profondément convaincu que si ça passe, ce qu'on a arraché en 1789, tous les pouvoirs émanent du peuple, avant on disait de Dieu ou du roi, bien ce sera terminé parce que on pourra dire tous les pouvoirs émanent du secteur privé. Je vous remercie de votre attention.